Commentaire. Il est à propos ici d'aller chasser dans les broussailles de l'école. Un terme comme végétal s'entend de deux manières, comme désignant un nombre d'êtres auquel il convient. C'est-à-dire une collection. Il est alors pris en extension comme attaché à une définition, par exemple que le végétal est un vivant, qui se reproduit par germe et qui fixe par chlorophylle le carbone atmosphérique. Il est pris alors en compréhension. L'étrange est qu'on peut lire un syllogisme selon un système ou l'autre, en extension si aucun des envieux qu'on a pu observer n'est au nombre des heureux, et si tous les vaniteux font voir qu'ils sont parmi les envieux, il faut conclure qu'aucun vaniteux n'est au nombre des heureux. Cela se représente bien par des cercles inclus les uns dans les autres, ou extérieurs les uns aux autres, la collection des envieux comprenant toutes celles des vaniteux, et les tenant hors du cercle des heureux. En compréhension, c'est tout autre chose. Si de la définition du triangle isocèle, il résulte nécessairement qu'il a deux angles égaux, et si tout triangle au centre d'un cercle est nécessairement isocèle, il en résulte que tout triangle tel a nécessairement deux angles égaux. Ou encore si heureux est un attribut du sage, toujours et nécessairement, et si sage peut être un attribut de l'homme. Il en résulte qu'heureux peut l'être aussi. On peut tracer des cercles pour figurer ces rapports, mais groupés tout à fait autrement, comme on voit sans peine, car c'est alors une définition qui enferme ou exclut le caractère, et le quelque et le tout sont remplacés par le possible et le nécessaire. Lus d'une manière ou d'une autre, les syllogismes vont du même train, comme ce sont là deux manières de penser aussi distinctes que la vulgaire et la méthodique, l'une tirant sa preuve d'un nombre d'exemples et l'autre d'une idée. C'est un signe de plus que la logique ou rhétorique ne touche ni aux choses ni à la recherche, mais concerne la manière de dire seulement. Les trois figures du syllogisme conduisent dans les mêmes chemins, si on les compare entre elles, car les deux premières, puisqu'elles développent deux hypothétiques jointes, contiennent l'expression des preuves théoriques. La troisième figure est tout à fait autre, puisqu'elle prouve toujours par l'exemple, aussi peut-on remarquer que sa conclusion n'est jamais universelle. Mais comme on peut lire les uns, les unes et les autres, en compréhension ou en extension, cela fait voir que la logique n'enferme pas les méthodes, mais en offre tout au plus qu'à que reflet. C'est ainsi que dans la troisième, le sujet ou la chose est moyen terme et disparaît dans la conclusion, ce qui fait voir que la pensée vulgaire, surtout frappée par l'accumulation des exemples, aboutit à des formules au lieu de saisir l'être individuel, au lieu que dans les deux premières, le sujet, c'est-à-dire la chose, est réellement sujet de la conclusion. C'est tel triangle qui a deux angles égaux. Et ces deux-là, mais nécessairement pas d'autre caractère qu'on y a d'abord reconnu. Et il s'agit d'un champ, on dira encore précaution prise. Autant que ce champ est triangle isocèle, autant il a deux angles égaux, et les erreurs sont liées par là. Ainsi, la vraie science saisit les choses de la nature par approximation, c'est-à-dire en limitant les erreurs en quantité, au lieu que la vulgaire, à force d'expérience, parvient à une espèce de probabilité. On donne souvent le nom d'induction à cette preuve par accumulation. On ne considère pas assez que dans les recherches méthodiques, une seule expérience fait preuve dès que la théorie l'encadre d'assez près, et si on répète alors l'expérience, c'est plutôt pour la mieux percevoir que pour fortifier la preuve. Maintenant, pour poser seulement un jalon dans un fourré presque inextricable, et où je n'entrerai pas plus avant, j'avertis qu'il y a une probabilité aveugle qui compte les succès sans soupçonner seulement les causes, et une probabilité clairvoyante dont les résultats sont dus à un système mécanique clos, comme un jeu de cartes, ou 2 dés et un gobelet, ou une roulette. Je m'excuse d'avoir parlé ici un peu de tout, c'est le défaut des commentaires. De la géométrie. La géométrie est un inventaire des formes, en vue de déterminer des relations de distance et de grandeur entre les objets de l'expérience. La loi est de compliquer progressivement les formes en partant des plus simples. Son succès est tel qu'il n'est point de problème géométrique qu'il ne se puisse résoudre par des triangles égaux ou semblables, le triangle étant la plus simple des figures terminées, comme la droite est la plus simple des lignes, et qui n'est point de courbes qui ne s'inscrivent toutes sur trois axes rectilignes. Ce sont d'abord le point et la droite, à la fois distance et direction. Et puis la distinction de deux mouvements, le mouvement le long d'une droite et la rotation de la droite autour d'un point fixé, d'où sortent l'angle et le cercle, qui ne font qu'un. En partant de là, se développent deux ordres de recherche, l'un des figures planes et des rapports des lignes, aux surfaces et enfin au volume, l'autre des angles et de leur rapport à des droites convenablement choisies, comme sinus et tangente. La dernière conquête
et celle des courbes, dont les coniques sont les principales. C'est un préjugé assez ancien que la connaissance a sa fin en elle-même, et l'enseignement par un effet peut-être inévitable donnerait à la géométrie l'apparence d'une science qui ne cherche rien hors de ses figures. Il faut donc répéter que la connaissance n'a d'autre objet que les choses mêmes, en vue de prévoir les mouvements que nous avons à faire pour nous procurer certaines impressions et en écarter d'autres. Ainsi, la géométrie a pour fin l'orientation, l'arpentage et le cubage, application qui couvre le domaine entier des sciences. Et l'artifice principal que nous y employons, comme Comte l'a fait remarquer, c'est de mesurer le moins de lignes qu'il se peut et le plus possible d'angles, ce qui jette dans de grands calculs. De toute façon, il s'agit d'enfermer les choses dans un réseau de droites et de courbes approchant de la forme réelle, laquelle n'est d'ailleurs forme que par ce réseau même, comme le lecteur l'a déjà assez compris. Par ces remarques, il est possible d'aborder sans obstacle artificiel le problème maintenant classique des postulats. On sait d'après la logique même que les raisonnements géométriques n'iraient pas loin si quelques nouvelles données en forme de propositions non ambiguës ne leur étaient fournies. Et c'est toujours quelques figures nouvelles, obtenues par combinaison des anciennes et définies en même temps dans le langage, ce qui fait déjà assez voir que la géométrie ne se passe pas d'objets, mais les auteurs reconnaissent encore des postulats ou demandes sans lesquels on ne pourrait aller plus avant. Une suffisante étude de la perception permet de montrer que ces postulats sont des définitions encore. Il faut seulement bien distinguer les objets imaginaires, tracés sur le papier, des formes de l'esprit, qui en sont comme le vrai et lesquelles traite le vrai géomètre. Ainsi, la droite est définie au mieux par le mouvement d'un point constamment dirigé vers un autre. La droite est ainsi la direction même, mais les auteurs veulent que la plus courte distance essentielle aussi à la droite soit demandée ou postulée. Considérons pourtant que ce que c'est que la direction, c'est d'abord un rapport immédiat entre nous et une chose inaccessible. C'est une anticipation. Qu'il n'y en ait qu'une entre deux points, cela résulte de la définition même, si on ne laisse point tromper par l'imagination, ni par une grossière figure, car pour en distinguer deux, il faudrait avoir égard à deux points intermédiaires au moins, ce qui va contre la définition, puisque le rapport est entre deux points seulement. Deux droites qui passent par les deux mêmes points n'en font qu'une quant à l'idée. Il ne s'agit donc que de le point confondre l'idée avec le tracé. Quand on ajoute que la droite est le plus court chemin d'un point à l'autre, peut-être s'exprime-t-on mal, car il y a autant de chemins qu'on veut dans le monde. Mais d'un point A à un autre point, sans rien considérer d'autre, il n'y a qu'une distance, comme il n'y a qu'une droite. La droite entre deux points est la distance même entre deux points, et cette distance ne peut devenir plus courte que par mouvement du point. Toujours selon la même direction, ou encore une distance plus courte déterminerait un point plus rapproché sur la même ligne. Ces diverses distances ne sont jamais comparées que sur la même droite, et ainsi, si une autre distance était trop plus courte, cela voudrait dire, et cela ne peut avoir d'autre sens qu'elle ne joindrait pas un des points à l'autre. Mais laissons bien attention aussi que cette propriété de la droite, comme la droite même, ne peut être pensée sans expérience. S'il n'y a point d'objet, c'est-à-dire de diversité sensible, la droite n'est plus rien. Aussi le géomètre se donne-t-il la diversité suffisante, et la moins trompeuse, en distinguant les points par des signes de convention seulement. Et le point lui-même est une chose seulement distincte d'une autre par la distance, à quoi une grosse tâche conviendra aussi bien qu'une petite, pourvu qu'on ne fasse pas attention à leur grosseur ni à leur forme. Si l'on y faisait attention, on aurait en chacun d'eux plusieurs objets, non un seul. C'est ainsi que le géomètre, par la volonté, maintient le sens non ambigu de ces termes et lutte contre les apparences. Comme la droite unique définit la distance, ainsi la parallèle unique définit la rotation. Si les droites étaient des choses à rechercher dans le monde, on pourrait bien se demander s'il n'y a qu'une parallèle à une droite par un point donné, mais les droites sont posées et maintenues. Faites tourner une droite autour d'un point, elle fait avec une autre tous les angles possibles, y compris l'angle nul. Pourquoi veut-on qu'un angle nul détermine moins une position de la droite que ne fait un angle d'un demi-droit par exemple? À quoi l'on dira que l'angle d'un demi-droit détermine deux droites? Oui, deux pour l'imagination grossière, non pas deux si l'on compte les angles, dans un sens convenu, comme il faut le faire dès que l'on veut décrire les quantités de la rotation sans ambiguïté aucune. Et pourquoi veut-on alors qu'il y ait plusieurs droites d'angle nul? J'entends, vous ne savez plus ce qui se passe à droite et à gauche quand l'angle devient nul. Et c'est plus loin que tous vos voyages. Mais il ne s'agit pas de voyage, il n'y passe rien selon ce que vous avez dit. Ne confondez pas le tracé et l'idée.
Au reste, rien n'empêche de dire qu'il y a plusieurs parallèles, et on l'a tenté, sans trouver ensuite la moindre contradiction dans cette géométrie contre Euclide. Et je le crois bien, il n'y a de contradiction dans le discours que celle qu'on y met. Les choses ne disent rien et ne contredisent rien. Et du reste, autant que cette géométrie trouvera des objets à saisir, elle est bonne, sinon ce n'est qu'un jeu. Ce chapitre consiste en des subtilités qui ne peuvent point former l'esprit. C'est que les postulats furent une chose de mode. Ce qu'il y a de mieux à dire sur la géométrie, c'est l'invention même des lignes qui se fit sans doute par le jardinage. Il n'y a point de ligne dans la nature. Une ligne représente une action. Par exemple, un sillon, une ligne qui garde la trace du labourage. Le corbeau du jardinier règle l'action de planter ou de bêcher. Un geste indique une direction et la ligne est un geste fixé. La ligne est un projet qui n'indique jamais que la direction d'une action. La ligne n'a donc que la longueur et quant à l'épaisseur ou à la largeur, on ne les considère point. La ligne est l'élément du dessin. Il agit par l'élan et la légèreté, ce qui fait comprendre qu'un dessin par simple ligne peut être très expressif. L'invention proprement géométrique, c'est la ligne droite, qui ne vise qu'un point. La ligne droite ne s'occupe pas des obstacles ni des moyens. Elle achève d'abord le mouvement. Elle porte la marque de l'action et de la pensée. À vrai dire, la ligne ne peut s'arrêter à tous les détails à l'avance. Elle est droite dans ses parties. Comment on l'a découverte? Il y a bien des métiers où l'on se sert de la droite. Le menuisier en trace une pour guider la scie. Le fil à plomb du maçon décrit une ligne verticale qui fut le guide des premières constructions. Le jardinier plante par ligne. Ainsi, le plan ou projet est une chose naturelle qui figure d'avance un jardinage, une construction, un chemin et d'abord une ligne. Quant aux courbes, elles sont la trace des rotations, c'est-à-dire des changements de direction. Les géomètres distinguèrent dans tous les transports possibles le transport figuré par une ligne droite et le transport de la droite dont le résultat est un angle. Quand une droite a été transportée, si aucun angle n'est changé, on dit que la droite transportée est parallèle à sa première direction. On voit naître ici la géométrie comme un art de tracé, des plans bien clairs. Les découvertes les plus étonnantes de cet art furent sans doute le parallélisme des verticales, c'est-à-dire les perpendiculaires et l'angle droit. Je veux expliquer seulement par là en quel sens la géométrie est une des sciences naturelles. Ce qui est géométrique, c'est la ligne sans corde, c'est-à-dire droite, qui à la fin ne compte plus que 2 points, et les joint hardiment, comme on fait un pas. Cela veut dire que la géométrie fut d'abord ce qu'indique son nom, c'est-à-dire une mesure de la terre. La chaîne d'Arpenteur figure d'une droite et comment toutes les lignes sont faites de telle droite. La direction constante fut d'abord indiquée par le fil à plomb, et bien plus tard par la boussole ou bien par l'attention de l'homme qui marche, qui ne regarde que le but. Il est moins important de savoir que la géométrie a été inventée que de comprendre qu'elle a été par l'action, par les partages, par les constructions, par les murs. Quant à l'angle, qui selon la remarque de Comte est bien plus facile à mesurer qu'une longueur, l'invention de l'équerre fut de première importance et vint après l'invention de la règle qui compte aussi parmi les découvertes décisives. La règle est le moyen de tracer une droite, l'équerre est le moyen de tracer une perpendiculaire. Et même combiné avec la règle des parallèles, comme on l'apprend dès les premières leçons de dessin. La règle sert aussi à orienter l'écriture, et l'écriture est la partie durable du langage. Ce fut sans doute un alignement de dessins. L'intuitif s'oppose au discursif, et l'espace est une occasion d'illustrer cette opposition, car chacun conviendra que l'on voit l'espace et ses propriétés sont souvent dites évidentes. Par exemple, un triangle à 3 côtés. Toutefois, le géomètre se défie toujours de l'intuition. Par exemple, il est évident qu'une courbe qui se rapproche sans cesse d'une droite finit par la toucher, asymptote. Néanmoins, on prouve que cela n'est pas une suite de raisonnements subtils. Exactement, la courbe qui représente les carrés des nombres petits que l'unité ne peut jamais toucher l'axe, quoiqu'elle s'en approche toujours. Ces exercices sont difficiles justement parce que nous nous fions à l'intuition, qui est l'évidence sensible, au lieu de rechercher l'évidence de l'entendement, qui, elle, est faite par le raisonnement discursif. De même, on résiste à la géométrie non euclidienne, parce que l'on se refuse à un quadrilatère qui a 2 angles droits. Toutefois, le raisonnement est correct. Ces paradoxes ne doivent pas occuper trop l'esprit. C'est une partie de la philosophie de juger si on doit passer son temps à de telles discussions. L'entendement procède par combinaison, parmi lesquelles il y en a qui n'ont point d'objet dans le monde. C'est un principe de la raison que l'entendement ne se justifie autant qu'il saisit quelque chose. De la mécanique.
Il faut dire quelque chose de la mécanique, que l'on considère comme élément, comme la première application de la géométrie à l'expérience. On oublie en cela que la géométrie, et même l'algèbre, comme aussi l'arithmétique et comme toutes les sciences, sont des sciences de la nature. Mais pour la mécanique, c'est encore plus évident. C'est pourquoi il faut montrer ici encore cette même méthode de reconstruction en partant des simples. Je considérerai des exemples connus, mais bien frappants. Je lance une pierre en l'air, verticalement, elle retombe selon la même ligne. Il ne s'agit que de décrire correctement ce qui s'est passé. Et voici ce qui c'est selon la pure mécanique. Je négligerai seulement la résistance de l'air afin que mon exemple ne soit pas surchargé. Premièrement, j'ai communiqué à la pierre un mouvement vers le haut d'une certaine vitesse, soit 20 mètres par seconde. Par l'inertie, qui est une négation de force simplement, cette pierre ira tout droit sans fin, toujours avec cette vitesse. Bon, mais tous les corps tombent. Ce mouvement de la pierre n'empêche point qu'elle tombe, ainsi que tout corps libre au voisinage de la Terre. Elle tombe, cela veut dire qu'elle parcourt verticalement de mouvements accélérés, près de 5 mètres dans la première seconde. Ainsi, en même temps, elle a monté de 20 mètres et elle est redescendue de 5. La voilà à 15 mètres en l'air. À la fin de la deuxième seconde, toujours courant, elle serait à 35 mètres, car elle a toujours sa vitesse de 20 mètres. Oui, mais en même temps, elle a tombé pendant cette deuxième seconde de 15 mètres environ. Au total, la voilà à 20 mètres en l'air seulement. Suivez cette analyse, vous verrez la pierre redescendre et rencontrer enfin le sol, ce qui met fin à son mouvement. J'ai analysé ce cas simple avec rigueur et paradoxalement, comme il la faudrait absolument pour d'autres exemples, afin de faire apparaître le principe de la composition des mouvements, dont on voit clairement que ce n'est pas l'expérience qui le suggère, mais au contraire qu'il fait passer les apparences à l'état d'expérience ou d'objet. Et l'on voit bien aussi que la résistance de l'air a été négligée. Il serait aisé de l'introduire comme une force accélératrice. Si je puis me permettre, ce pléonasme m'est dirigé au sens inverse du mouvement. Le mouvement d'un obus s'analyse de même, le mouvement d'une planète de même. Je veux rappeler ici encore un bel exemple de cette composition des mouvements due à Descartes et livré depuis aux critiques des hommes du métier, ce qui fait voir que science et réflexion sont deux choses. Descartes donc analyse le mouvement d'une bille supposée élastique, qui rencontre un plan dur. Je laisse ces définitions, il examine d'abord le cas le plus simple où la balle tombe normalement sur le plan. Elle rebondit selon la même route car par les définitions, tout est identique autour de la normale. Mais voici l'analyse audacieuse. Je lance la balle obliquement. Il me plaît de considérer ce mouvement comme résultant de deux autres que ferait la bille en même temps. L'un normal au plan et l'autre parallèle au plan. Le premier est renvoyé normalement, le second se constitue sans obstacle, ce qui donne, par une construction simple, l'égalité de l'angle de réflexion à l'angle d'incidence. Rien n'éclaire mieux que la peur des esprits faibles devant cette hardie décomposition. Ils n'ont pas vu ce que c'est que plan et qu'une rencontre oblique n'est rien, le plan ne définissant que la direction normale à lui. Ainsi, cette analyse ne fait que maintenir l'idée en rejetant les preuves d'imagination que donne le jeu de billard. Telle est la sévérité du jugement sans laquelle il n'y a point de chemin véritable vers la haute analyse, où l'esprit ordonne lui-même tous ses objets. L'idée de travail est encore une de ces idées simples qui a illuminé la mécanique moderne, sans qu'on sache au juste quel est le Thalès observateur à qui elle s'est montrée dans sa pureté. Un seau d'eau est élevé d'1 mètre, voilà un travail. 2 seaux d'eau sont élevés d'1 mètre, voilà un travail double, qui a à vaincre un poids double. Mais j'élève un seau d'eau de 2 mètres, voilà encore un travail double. D'où l'idée que, d'après cette unité de travail, un seau d'eau élevé d'1 mètre, le travail pour 10 seaux élevés de 15 mètres s'obtiendra en multipliant le poids ou la force par la longueur. Et si tous ces seaux retombent sans obstacle, leur choc au sol se mesurera par ce travail même qui s'appellera alors force vive. Mais voici des applications bien plus étonnantes. En général, lorsque l'on met un corps solide en mouvement, toutes ses parties vont du même train. Ce n'est que translation, mais dès qu'un des points du corps est fixe, on peut obtenir une rotation dans laquelle il est clair que toutes les parties ne font pas le même chemin dans le même temps. Ainsi sont les leviers et les roues. Les poulies montées en moufle donnent aussi un mouvement plus rapide de certaines parties. Et la presse hydraulique aussi, décidant que ces arrangements, qu'on appelle machines, ne peuvent rendre d'autre travail que celui qu'on dépense à émouvoir. On écrit dans tous les cas Fl égale Fl', d'où il suit que les forces sont entre elles inversement comme les chemins parcourus. Ainsi, je saisis d'un coup la puissance d'une grue à engrenage ou hydraulique, sans regarder seulement comment le mouvement se communique.
mais j'avoue qu'une analyse dans chaque cas des poulies, des engrenages qui sont leviers ou des pressions éclaire mieux l'esprit que cette opération presque machinale, et cet exemple nous conduit à l'algèbre, étonnante machine à raisonner.